Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Je vous remercie d'être à l'écoute de mon émission Les invités de Georges. Et le sujet d'aujourd'hui va concerner, je pense, beaucoup de monde, surtout à l'approche de l'été, où beaucoup d'entre nous, il faut le dire, souhaitent perdre quelques kilos, on va dire. Les régimes de toutes sortes fleurissent dans de nombreux magazines. Des conseils de nutrition sont donnés parfois par des spécialistes d'opérette que j'appelle. Alors, chacun vend sa Bible, bien sûr. On ne sait plus à quel saint se vouer, c'est le cas de le dire. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors, pour en parler, j'ai choisi d'inviter une personnalité de choix et de qualité, parce que d'une part, il est médecin, nutritionniste confirmé, diplômé en diététique et maladie de la nutrition. Il enseigne également à la faculté de Montpellier en ce qui concerne la phytonutrition. C'est le docteur Ménat. Docteur, bonjour. Bonjour Georges, ravi de participer à cette émission. Et c'est partagé. Eh bien, alors, ravi également, bien sûr, de vous accueillir dans les studios de Radio Axe Sud. Vous êtes maintenant un habitué. Presque un habitué. Et c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir, bien sûr. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez quelque chose à rajouter concernant cette présentation ? Oui, je ne suis pas nutritionniste. Je devais vous le dire parce que le terme de nutritionniste est réservé aux endocrinologues. Et si je vous laissais dire ça, je serais accusé par l'ordre des médecins de plagiat. Curieusement, le terme nutritionniste est exclusivement réservé aux endocrinologues qui se réservent le mot. Donc je suis médecin, généraliste, spécialisé en nutrition et j'ai effectivement un diplôme universitaire, malgré tout, de diététique et nutrition. Là, on joue sur les mots. On joue sur les mots, mais l'ordre des médecins est très sévère sur ce terme nutritionniste. Alors, comme je n'ai aucun problème d'ego, ça ne me pose aucun problème. Mais ça fait 30 ans que je fais de la nutrition. J'ai écrit une douzaine de livres sur le sujet, donc je connais pas trop mal. Donc quelques-uns ici, hein. Oui, voilà, tout à fait. On doit dire bien manger pour bien grandir. Voilà, ça c'est pour la nutrition de l'enfant, parce qu'effectivement la nutrition ne concerne pas que le poids, comme nous aurons certainement l'occasion de le dire pendant cette émission. Bien sûr, bien entendu. La diététique anti-constipation. Ça concerne pas mal de monde, ça. Beaucoup. Également. Le côlon un petit peu feignant, on va dire. Ostéoporose. Voilà, la solution est dans l'assiette. La solution est dans l'assiette. Et bien sûr, le diabète de type 2, des aliments à éviter ou pas. Effectivement, vous allez pouvoir nous en parler en cours de cette émission. Je rappelle, docteur Éric Ménat. Voilà. Vous avez sorti également d'autres ouvrages, le petit guide pratique en cas de pandémie. Tout à fait, ça c'est le dernier en date, évidemment, qui est de saison, comme on dit. Hélas. Qui est d'actualité, effectivement, il y aurait beaucoup de choses. On en a déjà discuté. On avait déjà eu l'occasion de débattre là-dessus. Lors de précédentes émissions. Et bien sûr, ce livre Cancer, être acteur de votre traitement. Voilà, ça c'est un livre sur l'accompagnement du patient cancéreux, que faire en plus des traitements des spécialistes, de traitement de l'hôpital, pour traverser cette épreuve le mieux possible. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, je souhaiterais également vous présenter mes autres invités, et qui sont impatients aussi de vous poser quelques questions, bien entendu. Je suis heureux d'abord d'accueillir Claude Cédric, qui est un ami. Claude, bonjour. Bonjour à tous. Heureux de t'accueillir à nouveau dans le studio de Radio Axe Sud. C'est un plaisir. Alors, je dois vous avouer, quand j'ai parlé à Claude du sujet de la nutrition, il m'a dit « Stop, réserve-moi une place. J'arrive à pied, en vélo et en voiture. » À pied, en vélo, je crois pas trop. Hein. Non, non. Mais il m'a dit... Réserve-moi cette place. Et en plus, je dois vous dire que Claude est avant tout aussi un artiste. Il est comédien. Il a tourné dans beaucoup de films, notamment avec Richard Bohringer. Au Sénégal, effectivement. Donc, tu es auteur, compositeur, interprète.
et tu es producteur artistique. Et actuellement, c'est pour ça qu'elle nous a fait la surprise d'être parmi nous aujourd'hui. C'est la charmante, la ravissante Juline que tu produis, Claude. Juste 2 mots sur Juline. Bien, je la produis. J'ai commencé surtout parce qu'un jour, j'ai vu dans la Dépêche du Midi, j'ai vu un article de presse, elle avait gagné un concours de chant, elle avait 15 ans. Et il fallait pour une association Arc-en-Ciel faire un disque. Et je dis, je vais produire un disque pour l'association. Et elle a chanté. De là, on est parti sur une tournée d'une radio nationale. On a fait toute une tournée d'été, public 8, 5, 6 000 ou 12 000 personnes l'été. Et il y avait Gold et les Chevaliers du Fiel. Et puis du coup, j'avais dit, je produis que ça, mais c'était par rapport à l'association. Et puis j'ai vu sa façon de travailler, j'ai vu qu'elle en voulait, j'ai dit je peux pas laisser. Ouais, voilà, la chimie s'est opérée. Et voilà 15 ans après. Voilà, très heureux de vous accueillir, Juline. Ravi aussi, merci de m'avoir invité. Mais c'est tout à fait normal, on fait juste une toute petite promo parce qu'on aura le plaisir de vous inviter à partir du 25 juin pour une émission spéciale musicale. Voilà, et vous allez nous réserver lors de cette petite pause musicale également une autre surprise, on en reparle tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est une émission spécialisée sur la nutrition. Voilà, alors première chose, pour clarifier un peu les orientations, quelle différence entre diététicien et nutritionniste? Alors le diététicien, c'est un diplôme qui est passé par des gens qui ne passent pas par la case médecine, ce sont des diététiciens, diététiciennes, ce sont des gens qui ont fait un BTS en général de diététique, voilà, qui ne font que ça et qui ne sont pas médecins, donc qui consultent soit dans les hôpitaux, soit dans les cabinets privés. Le nutritionniste, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un terme consacré, réservé aux endocrinologues. Bien que les endocrinologues finalement fassent plus de médecine que de nutrition souvent, mais bon, c'est eux qui s'occupent du diabète, de la thyroïde, etc. Donc voilà, historiquement c'est eux les nutritionnistes. Et puis il y a beaucoup de médecins bien sûr qui font de la nutrition, bien que les études de nutrition et de diététique, parce que bon, après le terme en français c'est assez proche, hein. La diététique c'est ce qu'on mange, la nutrition on va dire ça aborde les maladies, voilà, bon, mais finalement c'est la même chose. Là les cours de nutrition sont quand même très très limités en fac. Moi qui étais dans une grande fac parisienne, j'ai eu vraiment très très peu de cours sur la vraie nutrition, c'est-à-dire ce qu'on mange au quotidien. On connaissait tout du métabolisme de la vitamine E ou de choses comme ça, mais par contre la vraie diététique, elle est très très peu enseignée malheureusement en fac de médecine, ce qui fait que moi, comme ça a toujours été ma passion, j'ai passé un diplôme universitaire de diététique ensuite, après la fin de mes études médicales. D'accord. Pour quelle raison ça a été votre passion? Le hasard, je pense. Sincèrement, je serais incapable de vous dire aujourd'hui pourquoi c'est comme ça. Ça a toujours été. Alors, vous savez, je suis également homéopathe. J'ai fait des études autour des médecines naturelles. J'ai aussi fréquenté des naturopathes qui étaient des gens très, très, très compétents, comme Robert Masson, qui est décédé il y a quelques années, qui était un des plus grands naturopathes français. Et c'est certainement ça aussi qui m'a donné envie de comprendre comment on mangeait, comment on devait manger, comment bien manger pour être en bonne santé. Je reste persuadé depuis toujours que la nutrition c'est le premier des traitements. Vous savez que c'est ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Je suis persuadé que si on a une bonne hygiène de vie, on ne développe pas de maladies graves avant un âge avancé. Et donc voilà, et que pour soigner beaucoup de maladies, passer par la nutrition est souvent très très efficace. Voilà, donc j'ai creusé cette piste depuis 30 ans dans tous les domaines, dans le domaine des intolérances alimentaires, dans le domaine des maladies, bien sûr, oui, parce qu'on parle beaucoup de gluten, sans gluten. Voilà. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Voilà. Et moi, au départ, je voulais être pédiatre, pour tout vous dire, et j'ai fait mes études à Necker, Necker enfant malade, pour ça. Et en fait, j'ai fini par ne pas l'être, mais par choix, parce que je voulais faire plus de médecine générale. Mais pour les enfants, la nutrition est vraiment la base initiale, évidemment. Donc c'est d'ailleurs toute une éducation. Livre, voilà, mon premier livre était autour de la nutrition de l'enfant, parce que c'était une chose qui me passionnait à l'époque, parce que j'aimais beaucoup la pédiatrie. Oui. Voilà, qui traîne quelque part par là. Voilà, bien manger. Voilà. Et qui a été réédité 2-3 fois. Bien manger pour bien grandir.
Voilà. Alors moi, dans le mot diététicien, il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est le mot diète. Oui, la parce que diète. ce mot veut tout dire et rien dire. Vous savez, se mettre à la diète, on disait à une époque, alors là, c'était vraiment une catastrophe. Cela dit, je préfère presque le mot diète que le mot régime entre nous, mais parce que c'est des mots qui sont galvaudés, qui ont très mauvaise connotation, que personnellement, j'utilise quasiment jamais, évidemment. L'idée, c'est d'essayer de bien manger. C'est quoi bien manger? C'est aussi se faire plaisir, faut pas croire, l'alimentation, il y a un lien avec l'affect qui est énorme, avec la culture, avec l'histoire familiale, en fonction des origines de chaque personne, des cultures. Oui, là, et c'est des choses importantes à prendre en compte. Par ailleurs, il n'y a pas une seule bonne nutrition. Elle dépend du terrain, elle dépend de la génétique, elle dépend du sexe, pour les hommes et pour les femmes. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis, bien sûr, chacun développe aussi des allergies, des intolérances, des problèmes avec des aliments. Il y a des gens qui ont une génétique prédisposée au diabète. Donc, évidemment, dans ces cas-là, les sucres seront plus à limiter. Voilà, donc il faut oublier le mot diète parce que c'est un très mauvais mot, à part pour des approches particulières, comme on parle de la diète cétogène par exemple pour accompagner des patients cancéreux par exemple, ou des choses comme ça, mais c'est vraiment des spécial. Mots. Et il faut oublier le mot régime aussi, je pense, parce que le mot régime c'est un truc qu'on nous impose un petit peu, si vous voulez. Or, la nutrition ça doit venir de la personne elle-même, donc s'il n'y a pas de prise en compte, s'il n'y a pas de démarche personnelle, bien en sûr, nutrition, comme partout. On arrive, comme partout, alors en nutrition encore plus, parce qu'encore une fois, il y a l'affect, il y a la faim qui joue un rôle, etc. Totalement. Les envies, les goûts, et puis il y a un lien avec le cerveau, puisque on a, en fonction du fonctionnement de notre cerveau, plus d'attirance, des compulsions alimentaires, etc. Vous voyez, donc c'est très complexe. Oui, c'est très complexe. C'est ce qui fait d'ailleurs le côté passionnant pour moi de la chose, mais effectivement, pour chaque patient, c'est pas toujours ça. Et puis, tout dépend des périodes que nous traversons. Absolument. Voilà. Et donc, vous avez cité justement une expression d'Hippocrate tout à l'heure, et vous avez cité, j'ai vu sur Google, sur votre présentation, si tu es malade, cherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. Oui, de toute façon, je pense qu'il faut savoir responsabiliser, surtout pas culpabiliser, mais responsabiliser les gens. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui fait que je développe tel ou tel symptôme? Alors bien sûr, des fois, c'est le hasard, c'est la malchance, c'est ce que vous voulez. C'est pas toujours lié à notre hygiène de vie, mais en tout cas, pour les maladies chroniques, c'est plus intéressant de se pencher sur qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins malade que d'attendre tout de quelqu'un d'autre et de se poser aucune question. C'est comme ça qu'on finit par prendre des médicaments qu'on appelle symptomatiques, qui ne soignent jamais rien et qu'on prend à vie parce que on n'a pas trouvé les causes. Alors, si je comprends bien, docteur Ménat, on creuse sa tombe, comme on disait, avec sa fourchette. Entre autres, mais on peut la creuser aussi avec ses pantoufles. On peut aussi, je suis d'accord. Voilà, mais donc tout est lié là. Donc voilà, l'alimentation peut être vraiment une des causes de symptômes et de maladies chroniques sans aucun doute. Parfois parce qu'on mange mal, parfois parce qu'on ne sait pas qu'on a des intolérances, qu'on ne sait pas comment manger, parce que là aussi, comme vous l'avez dit en introduction, on dit tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Il y a des ayatollahs de telle ou telle mode, et j'ai personnellement horreur des modes, surtout en nutrition, et voilà, donc ce qui fait que les gens font un peu tout et n'importe quoi. Vous l'avez dit aussi en introduction, beaucoup de gens confondent nutrition et surpoids, et on a l'impression que si on est en surpoids, c'est qu'on mange forcément mal, et si on est mince, c'est qu'on mange forcément bien. Et je vous garantis que c'est pas le cas. Ah, ça c'est très intéressant. Alors, je vais céder la parole. Même Chantal, qui est à la captation vidéo, tu peux intervenir si tu as des questions. Tu as le micro qui est à côté. Je vais céder également la parole à nos invités. Claude, c'est une question justement pour rebondir ce que vient de dire le docteur Ménat. C'est-à-dire, c'est tellement passionnant à entendre que là, pour le moment, je ne sais pas trop. Mais il y a une chose, je crois que, comme vous le dites, le mot régime, je l'ai banni moi aussi. Mais je crois que c'est une éducation aussi, la nourriture. Arriver à une éducation, je veux dire. Malheureusement, je pense que chez certaines personnes qui sont... il y a aussi les aliments que l'on consomme qui ne sont pas tous toujours très bien, pour des histoires de moyens. Vous avez tout à fait raison sur les deux points et qui se rejoignent. Pour moi, l'alimentation,
l'équilibre alimentaire, l'équilibre diététique commence au plus jeune âge. Moi, il n'y a rien de pire quand je vois des gens donner des bonbons parce qu'un enfant s'est fait mal ou parce qu'il pleure. Consoler un enfant avec des bonbons, c'est une catastrophe parce que vous lui faites comprendre que quand il va pas bien, il va manger du sucre. Et il prend cette habitude. Vous comprenez ? Ça, c'est déjà sur le plan psychologique. Évidemment, dans le bonbon, il n'y a rien de bon. À part le nom, c'est du sucre, des colorants, des additifs, des produits chimiques. Bon, voilà. Donc l'éducation alimentaire doit se faire très tôt, sans trop de rigueur non plus. Il faut laisser aussi les enfants découvrir, etc. Mais bon, ça doit commencer très tôt. Et ce qui est extraordinaire, et je l'ai constaté plein de fois chez mes enfants, mais chez plein d'autres, quand vous donnez des bonnes habitudes aux enfants, on va dire les 15 premières années, à l'adolescence, rassurez-vous, ils vont tous se rebeller et ils vont se mettre aux chips, au Nutella et à d'autres choses parfaitement délicieuses. Mais à 25 ans, ils vont revenir quand ils vont commencer à être adultes, voire être en couple, voire fonder une famille, et dire ah, attends, c'était quoi les règles, comment on faisait, etc. Et moi, je vois plein de jeunes, quand ils ont une bonne éducation au départ, nutritionnelle, eh bien, en fait, ils s'intéressent vraiment à la nutrition quand ils s'installent seuls. Ils disent attends, comment il fallait faire déjà ? Et là en plus voilà, ils vont faire de la cuisine, ils vont choisir leurs aliments, parce que l'autre élément que vous avez cité, qui est à mon avis peut-être même le plus important et le plus catastrophique aujourd'hui à mon sens, c'est l'évolution de l'aliment, de ce qu'on met dans notre assiette. C'est pas vouloir faire du retour en arrière que de dire qu'on devrait éviter au maximum les aliments industriels. Les aliments industriels comportent toujours des additifs pour qu'on trouve ça bon. Et il y a toujours trop de sucre, trop de graisse, de mauvaise graisse, des additifs, des colorants, etc. Pour que ça soit beau, pour que ça soit... Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça fait partie effectivement du problème. Bon, voilà, donc... et c'est pour ça que je dis aussi souvent que c'est pas du tout compliqué, contrairement à ce qu'on croit. Il faut juste revenir un petit peu à la base, sans forcément faire des cuisines compliquées. On peut juste faire cuire des légumes à l'eau. Alors, évidemment, on va te dire, ouais, mais c'est beaucoup moins bon que des frites surgelées qu'on met au four, quand même. Voilà, mais ça devient un choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire juste pour le goût. Les gens vont faire ce choix parce qu'ils disent... Mais il faut trouver du plaisir aussi dans la gustation, parce que, des légumes bouillis... Je suis tout à fait d'accord que le plaisir joue un rôle essentiel. Vous pouvez aussi avoir le plaisir de faire quelque chose pour être en meilleure santé. Parce que le plaisir d'être en bonne santé, ou la souffrance d'avoir des symptômes... Oui, mais ça veut dire que on est dans une société, malheureusement, où qui va trop vite. On va trop vite, on est assisté, et il faut tout de suite, effectivement. Donc, on veut que ça soit bon, on veut pas s'embêter, on veut le plaisir tout de suite, sauf qu'on le paye derrière. Tous les gens qui ont des maladies liées à la nutrition en souffrent beaucoup. Et très souvent, c'est justement parce qu'ils ont commencé par un plaisir immédiat qu'ils payent après. Donc, quand vous dites... ce sont des toxicomanes de l'alimentation. Entre autres. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, avant que l'émission commence, la nutrition, ça se passe pas dans l'assiette, ça se passe entre les deux oreilles, parce que c'est une question de motivation. Quand les gens me disent, oh là là, mais moi j'aime ça, et vous n'aimez pas être en bonne santé, qu'est-ce que vous préférez ? Manger des aliments mauvais pour votre santé qui vous donnent un plaisir immédiat, ou vous préférez être en bonne santé pendant des années ? Et à partir de là, je vous assure, les gens, ils se mettent à adorer les légumes. C'est une erreur de croire que les gens n'aiment pas les légumes. C'est juste parce qu'ils ne voient que le plaisir gustatif immédiat. Mais quand vous faites quelque chose qui est bon pour votre santé, que vous l'avez fait volontairement, parce que c'est dans une démarche globale, oui, je comprends. Vous prenez beaucoup plus de plaisir que vous ne pensez. Et après, on revient sur ce que disait Claude. Comment on a éduqué les enfants ? Est-ce qu'on les a éduqués avec les frites, ou est-ce qu'on les a éduqués avec une alimentation diversifiée ? Et puis les légumes bouillis, il ne faut pas les manger bouillis. On va y mettre des épices, des aromates, on va mettre des bonnes huiles, on va les accompagner, on peut mettre de la sauce tomate. Vous savez, il y avait une BD, j'ai pas pensé à vous amener ce genre de choses, mais vous pourrez le retrouver sur internet. Il y avait une petite BD d'une maman, qui, évidemment c'est volontairement caricatural, qui sait pas trop comment on fait manger son enfant et que son enfant est un peu gros. Alors ils vont chez le médecin, et puis le médecin lui dit voilà, il faut arrêter de lui donner des frites à tous les repas, il faut qu'il mange des haricots verts. Ah bon, alors il rentre le soir, et on voit le petit garçon attablé devant ses haricots verts en train de pleurer. Et la mère dit,
le docteur a dit que tu devais manger tes haricots verts. Tes frites, tu les auras après. Voilà, bon. Excellent. Et justement, on va rebondir là, en parlant de mode d'alimentation concernant la jeunesse, et je m'adresse à Juline. Comment elle a été éduquée au niveau alimentation? Aïe, aïe, aïe. Oula, moi c'est compliqué. Aïe, 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 il y a Claude qui se fait du souci là. Tu vois, aïe, aïe, aïe. Non, moi c'est trop compliqué parce que j'aime pas grand chose. Et je suis un peu la génération McDo. Je sais, là je vais me faire taper sur les doigts. Oui. Mais. Vous ne mangez que des frites et hamburgers. Ah non, alors Non. burger même Non, non. pas parce que Non, j'aime non. pas les burgers. Mais les frites, oui. les frites, oui. Pâtes. Bon après c'est vrai que je prends du brocoli mais avec une sauce béchamel. Enfin j'essaie de. Voilà, c'est compliqué. Voilà la jeunesse Non, d'aujourd'hui. mais moi je n'ai rien à dire. Personnellement, j'ai toujours emmené mes enfants chez McDo. Comme ça, je fais un peu hurler vos auditeurs. Rarement, mais de temps en temps, il y a aucune raison de frustrer Tout les est enfants. dans l'équilibre. Vous imaginez quand leurs copains vont chez McDo toutes les semaines et qu'ils n'y vont jamais, c'est juste très frustrant. Alors, il y a des parents qui disent non, faut jamais y aller, quelle horreur. Bon, je pense que on peut manger un peu de tout, beaucoup de bonnes choses, mais voilà. Et puis c'est vrai quand on allait chez McDo, il y avait toujours la salade. C'était une règle et il y avait jamais le soda parce qu'on mange pas avec des boissons parlons sucrées. Coca. Voilà. Coca-Cola. J'ai rien contre Coca-Cola. On va parler Oui. des sodas si vous préférez. Oui. Vous Non, savez- mais je parle Coca-Cola zéro de sucre. Non, mais ça, si vous voulez, c'est des mauvaises habitudes. Je veux dire, Georges, on est plus d'une génération un peu plus ancienne que mademoiselle. Bien sûr. Moi, quand je vois des jeunes manger une bonne entrecôte, même frites d'ailleurs, avec une boisson sucrée, ça me fait hurler, quoi. Je veux dire, c'est pas une bonne habitude. Non, le sucre. Alors, vous m'avez pas encore posé la question, mais je vais vous J'allais l'expliquer vous tout de poser. suite. L'aliment le plus mauvais pour notre santé, sans aucun doute, c'est surtout pas les graisses, c'est le sucre. Donc, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. D'ailleurs, si vous regardez bien, chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il y a très peu de sucre. Il y a des racines, il y a des fruits, il y a des voilà. Et le sucre est arrivé beaucoup plus tard. Et donc, si on avait besoin de sucre, on ne serait pas là pour en parler parce que nos ancêtres n'auraient pas pu survivre. Le sucre est vraiment le plus mauvais aliment. Donc, habitué. Est-ce qu'on peut le supprimer complètement, le alors, sucre? on peut pas. Alors, il y a sucre et sucre. Si vous voulez, on en reparlera juste après. Oui. Mais je vais répondre à votre question. Manger avec des boissons sucrées, c'est la plus mauvaise habitude qu'on peut donner à un enfant. Il n'y a rien de pire. Tout à l'heure, je parlais d'exemple du bonbon et de consoler un enfant avec un bonbon. Je trouve ça absolument dramatique. Tout ça parce qu'en général, on ne prend pas le temps de lui faire un vrai câlin. Et c'est beaucoup mieux de lui faire des câlins que de lui donner des bonbons. Donc, manger avec des boissons sucrées, ça soit du vrai sucre ou du faux sucre, c'est une aberration. Ah, les édulcorants. C'est une aberration nutritionnelle, c'est une aberration psychologique, c'est-à-dire que c'est une Parce que très c'est le mauvaise... cerveau. Et bien sûr. Non, Donc c'est ouais. une très mauvaise éducation. Voilà, point. Donc, est-ce que c'est mauvais pour la santé? C'est certainement pas très bon, c'est déjà des produits de synthèse. Mais surtout, c'est une très mauvaise éducation de votre goût, de vos habitudes. Et si vous avez l'habitude de manger en buvant des boissons sucrées, vous aurez l'habitude du goût sucré et vous en demanderez. Bien sûr. Ne croyez pas, tous les industriels, quels qu'ils soient, leur but c'est de vous accrocher, de créer des toxicomanies être dépendant. et des addictions. Voilà, donc point, voilà, c'est tout. Donc le McDo, j'ai pas de problème, même le hamburger. Alors après, vous savez, c'est l'histoire de, ça c'est l'homéopathe qui parle, mais il y a des terrains, il y a des constitutions. Mademoiselle, elle irait certainement plus vers une alimentation végétarienne qu'une alimentation de pilier de rugby, vous voyez. Mais souvent, je l'explique d'ailleurs, un marathonien. Les marathoniens, ils sont tous très fins, vous voyez, c'est des Kenyans. Totalement. C'est des gens qui ont... Et ces gens-là, s'ils mangent trop de viande, ils peuvent pas courir. Ils peuvent pas courir. Et d'ailleurs, génétiquement, ils ne sont pas adaptés, parce que ceux qui ont survécu dans leur pays il y a quelques siècles sont des gens qui mangeaient peu de viande, beaucoup de végétaux. Et ils ont comme ça sélectionné une forme de morphologie qui leur permet d'être très rapides, avec des muscles très fins et très endurants. Voilà. Un pilier de rugby géorgien, si vous lui donnez pas de viande, vous pouvez le mettre au vestiaire, il pourra jamais. Ouais. Donc La machine a besoin de carburant. La nutrition doit être adaptée à la génétique. Il y a pas, on peut pas dire il faut manger de la viande ou il faut pas manger de la viande. Moi je pense que l'homme est omnivore, donc je suis contre les modes type vegan. Après, philosophiquement, je respecte tout, mais voilà.
Donc mademoiselle, elle a tout à fait intérêt à manger des féculents, des pâtes, du riz, de préférence avec des légumes parce qu'il lui faut des vitamines, et probablement moins de viande que moi, que vous. Parce qu'on a banni les féculents. Il y a certains régimes qui disent surtout pas Alors, de féculents. vous parlez de régime amaigrissant. Oui. Alors pour maigrir, il est évident que ce qui fait le grossir le plus, c'est le sucre. Encore une fois, et les féculents, c'est du sucre. Du sucre Mais lent. c'est un sucre lent. Mais toujours est-il que si vous voulez maigrir, il va falloir réduire les glucides. Pour ceux qui nous regarderont sur Internet, ils pourront constater que mademoiselle n'a pas vraiment de problème de poids. Certes. Donc, elle peut manger des féculents et probablement autant qu'elle veut. Quelle chance. Quelle chance. Contrairement à nous. Je suis soulagée. Effectivement. Écoutez, à part les légumes, pour maigrir, il n'y a pas grand-chose. Si, les protéines pour le coup, parce que par contre, pour maigrir, il est très important de manger beaucoup de protéines. C'est-à-dire Viande, volaille, poisson, œufs, maigres, protéines maigres. Entrecôte négative. Alors, Pas pas que trop ça soit des conseillé. entrecôtes tous les jours. Bon, voilà. Une fois par semaine. Voilà. Mais il faut manger des protéines parce que c'est ce qui vous cale l'appétit et qui vous empêche de perdre du muscle. Parce que quand vous voulez maigrir, perdre de la graisse, pas du muscle, vous comprenez. Donc, voilà. Donc, Oui, non, c'était bien de le préciser. Une question, Chantal? Oui, c'est plutôt un témoignage, mais j'aimerais toutefois avoir votre avis. Il y a 3 mois, j'ai fait la connaissance d'un coach nutritionnel. Et donc, je suis suivie depuis 3 mois. En 2 mois, j'ai perdu... Alors, ça consiste en un programme très équilibré. J'ai fait multiples expériences avant. Ça n'a jamais C'est l'effet yo-yo, on en parlera tout à l'heure. C'est Voilà. tout à fait. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'en consommant équilibré comme ça m'est prescrit, j'ai perdu 8 kilos en un petit peu plus de 2 mois. Et donc, je sais que ça va être du long terme, mais je voulais vous demander, quel est votre avis là-dessus, combien de mois encore je vais pouvoir tenir, et est-ce que le principe est bon? Tu demandes une consultation, si je comprends bien. pour maigrir, je crois que vous voyez quelqu'un qui est spécialisé, manifestement, un coach santé, un coach nutritionnel. Alors, il a certainement ses principes, ses habitudes, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Bon, quand les régimes vous paraissent tout à fait hurluberlus, je crois qu'il faut savoir se méfier. Là, dans votre cas, le régime paraît tout à fait équilibré, tout à fait varié, donc ça me paraît être une très bonne démarche. Combien de temps vous allez pouvoir tenir, m'avez-vous dit? Ça dépend de ce qui se passe entre vos 2 oreilles. Et c'est aussi pour ça que cette personne s'appelle un coach et non pas un diététicien, parce que c'est vrai que finalement, c'est plus l'approche comportementale qui est importante que l'approche nutritionnelle. Quelqu'un qui accompagne une personne qui veut maigrir doit trouver la nutrition qui lui convient, qui ne le met pas en danger en termes de santé, mais surtout, un accompagnement. Le plus important dans une prise en charge du surpoids, c'est la consultation, c'est pas le conseil diététique presque. C'est pour ça que Georges disait, là on va voir fleurir, et on a déjà vu fleurir dans les magazines tous les régimes pour pouvoir perdre 3 kilos pour rentrer dans son maillot de bain. Et pour en reprendre 10 après à la rentrée. S'il s'agit de perdre 3 kilos pour rentrer dans son maillot de bain, on s'en fiche, vous faites ce que vous voulez, c'est pas très important. Voilà. Quand il s'agit d'en perdre 15, c'est un travail de longue haleine, parce qu'on dit qu'en moyenne, on perd 1 kilo par semaine quand on fait un régime équilibré, ce qui a l'air d'être à peu près votre cas. Évidemment, on perd plus vite au début, moins vite à la fin. Et puis encore une fois, c'est comment on peut continuer à rester motivé. Quand on a 20 kilos à perdre, on est très motivé. Puis quand il ne reste plus que 10 kilos à perdre, on est 2 fois moins motivé. Et tout est une question, et c'est exactement ce que j'expliquais à Georges tout à l'heure, c'est une question de balance entre le plaisir de manger et le plaisir de se sentir bien, en bonne santé ou plus mince. Quand on est en très gros surpoids, on a beaucoup de déplaisir. Donc finalement, la frustration du régime est moins importante que la souffrance d'être en surpoids. Puis quand on a perdu, ce déplaisir-là, il baisse, et à un moment donné, le régime devient plus pénible que notre ressenti corporel. Voilà. Et donc c'est une question de décision, de motivation. C'est qu'est-ce qu'on veut obtenir vraiment. Voilà. Ça s'appelle ce qu'on appelle la motivation. J'ai écrit un livre, je ne l'ai pas amené ici, sur justement maigrir par la motivation, parce que c'est vraiment le point le plus essentiel.
qu'est-ce qu'on veut obtenir. Il vaut mieux être accompagné dans un cas pareil. Je pense au point de vue motivation, d'avoir un coach qui vous motive. Il faut toujours mieux être accompagné, mais on voit des gens arrêter de fumer, on sait que c'est très difficile aussi, parfois ils y arrivent tout seuls. Je connais des gens qui ont réussi à maigrir tout seuls, parfois ils le font avec des régimes déséquilibrés, c'est ça qui est embêtant, parce qu'ils vont à l'excès. J'ai connu des gens qui avaient mangé 3 pommes par jour pendant 3 mois, vous voyez, donc ça c'est pas une chose qu'on doit conseiller. Donc il est préférable d'être accompagné, c'est certain. Si c'était simple de perdre du poids et de rester plus mince, ça se serait. Vous avez bien constaté que malheureusement, beaucoup de gens sont en surpoids, de plus en plus de gens sont en surpoids. Et les enfants. Ceux qui perdent du poids savent que très souvent, malheureusement, ils le reprennent. On dit que c'est 95% des gens qui reprendront leur poids. Tout ça pour une raison de motivation. Et après, effectivement, de société qui nous incite alors on incite à faire la fête aussi, on incite à manger ça, on nous met des publicités partout, on a mis une petite ligne bien manger, bien bouger, qui est d'une hypocrisie totale, c'est-à-dire que le ministère et le gouvernement considèrent qu'à partir du moment où ils ont mis la petite alerte en bas, alors ils sont déculpabilisés et les gens peuvent faire autant de publicité qu'ils veulent sur des aliments gras et sucrés. Regardez bien, on fait rarement de la publicité pour les brocolis, vous avez remarqué ? Oui, hein ? Voilà. Par contre, pour les hamburgers ou les sodas que vous avez cités tout à l'heure, ça on en voit tous les jours, donc forcément, bon voilà. On est tenté. Ou alors on regarde plus la télé. Ça c'est un autre problème, là. Oui. Juste pour terminer, moi ce que je voulais dire, c'est que le principe de ma réussite, c'est justement ce suivi et les conseils, suivis par mail, suivis par téléphone, suivis physiquement également. Oui, une prise en charge importante d'une personne extérieure. Et je me sens surveillée et c'est ça qui me convient en fait. Et oui. Je vous dirais sincèrement, ça convient à tout le monde. Le principe du coaching, qui se développe beaucoup dans tous les domaines, le principe du coaching est essentiel. On aimerait pouvoir faire tout ça tout seul, mais en fait, l'être humain a ses faiblesses et on a beaucoup de mal à le faire seul. Beaucoup de mal à le faire seul. Je vois que Claude écrit quelque chose. Peut-être qu'il veut rebondir sur ça. J'avais juste 2 petites questions, docteur. On disait tout à l'heure, c'est bien de cuisiner quelque chose. Si c'est bon, il vaut mieux que ce soit bon. Le problème que j'ai, moi, quand c'est bon, j'en reprends. Alors, mon air de satiété, il est où ? Il démarre quand ? Vous soumettez 2 problèmes. Alors, si c'est bon, mais que c'est diététique, vous pouvez en reprendre. Oui. Il est certain que vous faites partie des gens qui probablement auraient besoin d'avoir une nutrition, ou si vous deviez faire des régimes, il n'est pas question de vous limiter sur les quantités. Donc il y a des méthodes diététiques pour pouvoir manger, on va dire, presque à volonté. Maintenant, il est aussi très important. Je vous coupe là. C'est ce qu'on appelle les régimes protéinés, justement, où on mange à base où on mange 0 sucre, à base de protéines et de légumes. Oui. À partir du moment où il y a 0 sucre, on arrive à maigrir assez bien. Mais l'autre élément, c'est aussi d'avoir un estomac qui se réduit. Donc d'autres personnes pourraient vous dire, peut-être vous pouvez commencer par une diète, perdre cette habitude de manger en quantité. Plus on mange, moins on mange. Ça, c'est une règle. C'est vrai. On dit que l'estomac se rétrécit. Bon, alors est-ce que c'est physique au niveau de l'estomac ? Est-ce que c'est au niveau de nos hormones et dans notre cerveau ? Mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des habitudes. Alors, comme madame le fait, je suis certain que des fois, elle aurait envie de se resservir. Voilà. Beaucoup de régimes, comme Weight Watcher, qui sont maintenant très axés sur le coaching aussi, donnent des quantités. Et puis, effectivement, il ne faut pas en déroger. Alors, une semaine, c'est difficile. 2 semaines, c'est difficile. Et puis, au bout de la 3e, ça commence à être plus simple. Vous savez, c'est comme le sucre dans le café. Dans le café, beaucoup de gens vous diront « Oh là là, moi je peux pas boire du café sans sucre ». C'est 3 semaines pour boire un café, pour se mettre au café sans sucre. C'est pas compliqué. Donc ça montre, si vous voulez, que c'est vraiment une histoire de réflexe conditionné. Et faites les tests. Pour ceux qui m'écoutent et qui veulent arrêter le sucre dans le café, je vous assure que pendant 3 semaines, c'est dégueulasse, excusez-moi du terme, mais au bout de 3 semaines, vous pourrez plus jamais mettre de sucre dans le café. Voilà. Et c'est 3 semaines. Donc, évidemment, si vous... C'est valable pour le sucre en général. Le sucre dans le café, c'est... Oui, ou dans le yaourt. Voilà. Et c'est pour ça que si pendant 3 semaines, vous vous obligez à manger moins, au bout de 3 semaines, vous aurez moins de besoin de vous servir. Inversement, évidemment, si vous reprenez
l'habitude, parce logique. que celui qui a arrêté le sucre dans le café, s'il se remet à mettre du sucre dans le café au départ, c'est dégueulasse, et puis au bout de 3 semaines, il pourra boire que son café sucré. Donc dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est un marathon. L'être humain est comme ça, on doit s'entraîner à faire des choses si on veut conserver certaines bonnes habitudes, certains bons réflexes. Sinon, on régresse. Voilà. Et à être dans le sucre, si on disait juste une petite minute pour le sel. Mes remarques seraient les mêmes, Oui. évidemment, avec une grosse différence. Le sucre fait fabriquer des hormones au niveau du cerveau. C'est pas vraiment des hormones, c'est des neuromédiateurs qui créent une compulsion et qui créent une attirance et qui créent donc une addiction. Alors que le sel, c'est une addiction plutôt gustative. Alors évidemment, gustative, ça va au cerveau aussi, mais ça passe pas par les mêmes messagers. Pas tout à fait. Encore une fois, c'est une question de motivation. Donc, quelqu'un qui va développer une insuffisance cardiaque et à qui on doit dire, ou une hypertension grave, et à qui on dit maintenant, il faut manger sans sel parce que sinon, vous allez avoir des gros problèmes, et puis il les ressent. Enfin, c'est très très désagréable, l'insuffisance cardiaque. Bah, croyez-moi, il arrête le sel. Hein. Le pain. Alors, ça, c'est un autre débat parce que là, ça dépend si on parle de poids ou si on parle de santé. Oui. Le pain, dans les deux cas, est un aliment qui est certainement à risque parce que c'est du sucre pur. Voilà. Puis après, il y a tout ce qu'on appelle Même le pain complet Oui, c'est du sucre pur. Une baguette de pain, 250 grammes, 25 morceaux de sucre. Voilà. Quand vous mangez... Oui. Ah d'accord. Ça calme. Une baguette de pain, c'est 1 litre de soda. De Coca-Cola, dont vous parliez tout à l'heure. oui. J'ai bien fait de poser la question. Là. Ah, tout à fait. Là, très très intéressant. Ça va nous motiver, je pense. Là, hein. Malheureusement, j'ai rien contre les boulangers, mais le pain, c'est vraiment un des aliments vraiment à risque. Parce que c'est réellement du sucre pur. Vous prenez un morceau de pain sans rien d'autre, c'est comme si vous mangiez des morceaux de sucre tout seul. Donc c'est sûr que c'est... Voilà. Et après, le pain, on peut avoir des intolérances parce que ça contient des fibres qu'on appelle les FODMAP, ça fait ballonner. Et puis après, c'est aussi du gluten. Donc pour ceux qui sont intolérants au gluten, ça c'est un autre débat. Je vais me déplacer parce que je fais du bruit avec ma chaise. Ce n'est pas grave, mais très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Que pensez-vous des régimes intermittents? Alors des jeûnes intermittents. Des jeûnes. Oui. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Il y a des gens qui s'en trouvent très bien. Donc jeûne intermittent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de sauter un repas finalement. Hein. Alors souvent, il y a des gens qui ne mangent pas le soir, il y a ceux qui ne mangent pas le matin. J'ai une petite préférence pour éviter le dîner parce que le soir, on devrait de toute façon manger léger. Donc pourquoi pas ne pas l'arrêter. Il faut avoir une bonne raison, c'est-à-dire que pourquoi on le fait. Alors certains le font pour perdre du poids, d'autres le font pour moins encrasser leur corps, donc c'est des bonnes raisons, voilà. Mais on peut manger très équilibré sans faire de jeûne intermittent. Ouais. Et donc parfois c'est par rapport à des maladies qu'on appelle d'encrassement, des dermatoses, des allergies, enfin bon, il y a plein de bonnes raisons. Et puis, des fois, c'est pour perdre du poids. Alors, c'est pas le meilleur des régimes, mais bon, pourquoi pas. À une condition, évidemment, c'est que les 2 autres repas soient parfaitement équilibrés. C'est-à-dire que plus vous sautez de repas, plus les autres repas doivent être rigoureux. Parce que c'est plus difficile à équilibrer. Voilà. Donc, je vous parle de ça, et c'est ma propre expérience, étant donné que moi, personnellement, je me couche très tard, je me lève très tard, et je saute le petit déjeuner, je passe directement au déjeuner. Donc, ça fait des mois et des mois. J'ai pas perdu de poids, mais remarquez. Peut-être que vous prenez votre petit déjeuner à minuit, peut-être aussi avant de vous coucher, non? Peut-être vous mangez plusieurs fois le soir. Alors là, vous touchez un point sensible. C'est bien sûr quelques gourmandises et le grignotage. Voilà. Donc votre petit déjeuner, il est à minuit ou 1h du matin. Voilà. Il faut un laps de temps de 12 heures, on m'a dit, non Oui, ça c'est pour le côté jeûne intermittent. Mais après, il y a la quantité de calories que vous mangez sur 24 heures, malgré tout. Absolument. Donc mais c'est pas la meilleure façon de perdre du poids, ça c'est sûr. Hein. Non, mais moi ça m'arrange bien. Voilà. Alors parfois c'est pas malsain, voilà, tout simplement. Faire 2 repas par jour, s'ils sont équilibrés, ça pose pas de problème. Eh bien écoutez, nous arrivons à la pause musicale et nous allons marquer une courte, bien sûr, pause musicale avec notre invitée surprise, la ravissante Juline, qui va nous parler de son tout dernier single, Un jour nouveau, qui doit sortir dans quelques jours, ainsi que la sortie du clip. Alors on va l'entendre dans quelques secondes, mais pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette chanson? Alors le titre sort le 25 juin. À 18h pile. C'est précis là. Voilà. Là c'est cadré. Avec le label AG Group chez Universal Music. Et ça s'appelle Un jour nouveau. C'est un duo avec John Norris. Et cette chanson parle de quoi?
Alors elle parle d'amour, mais plutôt de rupture, se recentrer sur soi-même pour repartir du bon pied et repartir sur un jour nouveau. Et c'est vrai qu'on a tourné le clip avec Nicolas Tussin. Et je sais pas qui c'est. Voilà. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait le clip La Lune, qui a quand même été diffusé plusieurs mois sur C-Star. Et c'est vrai que oui, j'ai eu envie de retravailler avec parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà, et donc j'ai hâte, là normalement je vais découvrir très vite le clip, j'ai hâte qu'il soit en ligne, de pouvoir le partager, il y a plein de surprises, je vous en dis pas plus. Bon, on se donne rendez-vous après le 25 juin. Après la sortie du single. En attendant, oui, le producteur a sorti. Oui, je disais quand même, c'est important. Le 16 juin, nous serons au Zénith de Strasbourg pour un plateau télévision Studio Zénith, ça s'appelle. Nous serons à Strasbourg. Voilà, et ce sera diffusé, filmé, et donc on pourra le voir. Je crains de ne pas pouvoir y être. Ça fait un petit peu trop loin. C'est pour ça que c'était intéressant. C'est le Zénith qui viendra chez vous. Ah, ça c'est super. Ça. Voilà, eh bien, on écoute maintenant Un jour nouveau et on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de notre émission. Merci. Eh bien, après l'écoute de cette très jolie chanson, et je suis sûr que ça risque d'être le tube de l'été, c'est tout ce qu'on souhaite. Et donc, on reprend, chers auditeurs, notre émission avec le docteur Ménat, qui est spécialiste en diététique, spécialiste en nutrition, et qui nous a donné de très très bons conseils tout au long de cette première partie. J'ai le plaisir également d'avoir Claude Cédric dans cette émission. Alors, docteur, existe-t-il des coupes-fins ? Oui. Alors, on veut en connaître un petit peu plus. Le meilleur coupe-fin, c'est de manger. Ah. Oui. Mais pas n'importe quoi, bien entendu. Bien entendu. Non, il existe peu de coupe-fin. Alors tout ce qui est coupe-fin chimique, en gélules, etc., faut oublier. C'est sûr que ça, c'est des très mauvaises habitudes et ça marche pas. Il existe quelques produits comme le konjac qui gonfle dans l'estomac, qui donne une impression de satiété. Mais finalement, la meilleure façon de ne pas avoir faim, c'est de manger. Alors c'est très simple. Il y a 2 aliments qui coupent la faim très bien, qui permettent d'éviter d'avoir faim, sont les protéines, encore une fois, parce qu'elles sont très lentes à digérer, et donc elles restent plus longtemps dans l'estomac, et elles vont vraiment donner un effet de satiété. Et puis les légumes qui ne font pas grossir, et qu'on peut manger en grande quantité, et qui permettent donc de remplir un peu plus l'estomac. Voilà. Et il y a un aliment qui va vous donner faim, c'est encore une fois le sucre. Le sucre, comme je vous l'ai dit, premier ennemi au niveau nutritionnel, parce qu'il fait grossir, il donne du diabète, et il crée ce qu'on appelle des hyper-hypoglycémies. Donc vous mangez du sucre, votre glycémie monte très rapidement, parce que souvent ce sont des sucres rapides, comme le pain. Le pain est un sucre rapide, n'oublions pas. Eh bien, une demi-heure, 1 heure après, vous êtes en hypoglycémie et vous avez une fringale. Donc voilà. Donc on peut vraiment contrôler sa faim en mangeant de façon équilibrée. Voilà. Évidemment, il faut renoncer aux gourmandises sucrées, ça c'est sûr, et il faut manger suffisamment d'aliments sains et satiétogènes, comme on dit. Donc voilà. Il n'y a pas d'autre coupe-faim vraiment efficace. Je connaissais une cancérologue qui ne mangeait que des pommes. Qui un jour, on a eu une conversation, elle m'a dit c'est le meilleur médicament anti-cancer. Alors, en tout cas, les pommes, c'est très bon pour la santé. Ne manger que des pommes me paraît peut-être un peu excessif. D'abord parce qu'il y a d'autres fruits qui sont anti-cancer, à commencer par les myrtilles. En ce moment, on arrive dans la saison des baies rouges. Les baies rouges sont certainement plus anti-cancer que la pomme, mais la pomme reste un très bon fruit si elle est bio, parce que sinon, elle a 15 pesticides différents. Donc ça, je crois qu'il faut se méfier. Voilà, bon, après... oui, chacun voit son régime propre. Et puis après, voilà, il faut que ça convienne à la personne. Absolument. Moi, par exemple, j'ai une intolérance au fructose, donc je ne peux pas manger des fruits comme ça n'importe comment, sinon j'ai mal au ventre. Ouais, bon, c'est la saison des cerises. Les cerises... Alors, les cerises, c'est malheureusement le fruit rouge le moins intéressant pour la santé, mais ça a quand même des propriétés. Oui. Et je crois de toute façon que tous les fruits de saison sont bons, il ne faut juste pas en abuser.
Sauf peut-être, on dit voilà que les fraises, les framboises, les myrtilles, les mûres, les groseilles sont les fruits du diabétique parce que c'est des fruits très riches en antioxydants et peu sucrés. Bon, la cerise, elle, est un peu trop sucrée. D'accord. Mais bon. Vous avez abordé justement les produits bio. Qu'est-ce que vous en pensez des produits bio ? Alors évidemment, première réponse, je n'en pense que du bien. Après, faut pas en faire une religion. Il faut savoir que dans le bio, il y a deux choses. Les aliments peuvent être un peu plus riches en vitamines, mais cette différence n'est pas énorme, donc ce n'est pas l'avantage essentiel. Par contre, ils ne contiennent aucune substance chimique, aucun pesticide, aucun additif pour l'insecticide, etc. et engrais. Et ça, c'est vraiment l'avantage numéro un c'est le côté positif. Donc, ça veut dire quoi ? Comme on sait que ces pesticides en particulier sont, on appelle lipophiles, c'est-à-dire qu'ils se collent aux graisses, les aliments qu'on a intérêt à choisir bio sont plutôt des aliments gras. Alors, je vais en citer 3. Les huiles végétales, il faut vraiment faire l'effort de les prendre bio. Le beurre, il vaut mieux faire l'effort de les prendre bio. Et les œufs. Bon. Par contre, des aliments que vous pouvez laver, des fruits, des légumes, s'ils ne sont pas bio, c'est pas non plus une catastrophe. Et puis, il faut aussi savoir que il y a des aliments industriels, même des pommes peuvent être industrielles, qui sont très très, je dirais, riches en pesticides, mais vous avez aussi des petits producteurs locaux, en allant dans les marchés, etc. Même si c'est pas bio, c'est souvent de très bonne qualité, vous voyez, donc on ne faut pas faire une religion absolue du bio, ou tout acheter bio. Maintenant, si quelqu'un préfère ne prendre que du bio pour prendre zéro risque, pourquoi pas ? Après, comme je le dis toujours... Mais c'est réservé à des personnes qui ont un petit peu les moyens, quand même. Alors, les produits bio ne sont pas... C'est d'ailleurs pour ça que je dis bien qu'il ne faut pas en faire une religion, et qu'il y a quelques aliments sur lesquels ça vaut le coup de faire l'effort financier, et d'autres où ça peut être... c'est pas indispensable. Et puis j'aime rappeler que des frites bio, c'est toujours des frites. Donc ça veut dire aussi que c'est pas seulement... Juline, écoute. Non, mais Juline, elle mange des pâtes, elle a dit. Oui. Mais, non, peut-être pas que des pâtes. Hein. Mais voilà, donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on mange bio qu'on mange sain. C'est-à-dire on ne mange plus de pesticides, mais bon. Alors en général, évidemment, les gens qui font l'effort de manger bio, en général, mangent des légumes, ont une alimentation quand même plus saine, parce que c'est une démarche générale. Mais faut pas croire que parce que c'est bio, tout est parfait. Parfait. Évidemment. Du bio, on va sauter au régime végétarien. Que pensez-vous de cette sorte de régime ? Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire, de végétarisme. Il y a les gens qui ne vont pas manger de viande, il y a les gens qui ne vont pas manger du tout de protéines animales, et puis après il y a les végétaliens qui ne mangent pas du tout de produits sous-animaux. Alors, il faut savoir pourquoi on le fait. Il y a des gens qui le font pour des raisons écologiques, parce que produire de la viande, ça coûte cher pour la planète en termes d'eau, en termes de ressources. C'est très respectable. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas manger de produits animaux parce qu'ils ne veulent pas tuer d'animaux. C'est très respectable aussi. Là, on n'est plus dans la nutrition. Et ça, je dirais, je n'ai rien à dire. C'est des choix personnels. Sur le plan diététique, on peut manger de façon parfaitement équilibrée en étant végétarien. Végétarien, ça veut dire en limitant la viande, en évitant la viande, mais en mangeant du poisson et des œufs. Si jamais on supprime toutes les protéines animales, y compris les œufs, ça devient beaucoup plus compliqué à équilibrer. Alors sur le papier, c'est possible. Souvent j'ai ces débats avec ces débats avec des végétariens un petit peu extrêmes. Ils disent si regardez, on fait les totaux, ça va faire assez de protéines, assez de ci, assez de ça. Oui, sauf qu'en pratique, les gens ne le font pas. Et comme souvent justement quand ils mangent peu de protéines, ils ont faim, ils grignotent. Donc le fait d'être végétarien sur le papier, ça peut être parfaitement équilibré, mais dans la vraie vie, les végétariens n'ont pas toujours une alimentation suffisamment équilibrée. Par exemple, il est démontré que les végétariens font plus d'ostéoporose, alors que pourtant la viande est acidifiante et que les aliments acidifiants créent l'ostéoporose. Mais les végétariens ont souvent des carences en protéines et ils font de l'ostéoporose. Donc
Voilà, donc je n'ai rien contre le végétarisme, bien au contraire, je pense que de toute façon il faut pas manger Tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Après, moi, je reste persuadé que l'homme est un omnivore. Donc, depuis que l'homme existe, il mange de tout. On le sait, nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs. Et donc, s'il n'avait pas mangé de viande, il serait mort. Comme vous vous intéressez également au problème du cancer, on dit qu'il ne faut pas dépasser 500 grammes de viande par semaine. Oui, alors... C'est ce qui est dit dans les sources officielles, parce qu'il faut bien donner des chiffres aux gens, il faut donner des repères. Je trouve que ce repère est plutôt bien, voilà. Donc ça veut dire, on va dire, 3 fois de la viande par semaine. La question c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot viande ? Est-ce que c'est toutes les viandes ? Est-ce qu'on met la viande d'un côté, la volaille de l'autre ? Et puis deuxièmement, c'est surtout comment on cuit la viande et surtout comment elle est élevée. Il faut savoir que beaucoup d'études sont américaines. Aux États-Unis, les viandes sont bourrées d'hormones, de pesticides, etc. C'est des élevages intensifs, vous comprenez. Même en Argentine, par exemple, où il y a une très très bonne viande, gustativement, elles sont très très riches en hormones. En France, on a des viandes de race qui sont exceptionnelles et qui n'auront pas du tout les mêmes problèmes. Ensuite, ça dépend comment vous la mangez et avec quoi. Par exemple, une viande est cancérigène, une viande grillée. On le sait, c'est prouvé, pas de problème. Mais c'est une question de quantité. Bon, on dit 500 grammes, d'accord. Mais si vous mangez une viande grillée avec des frites, vous augmentez l'aspect cancérigène. Ouais. Si vous mangez la même viande avec des haricots verts, des flageolets, la salade, c'est plus que différent, monsieur. Ça enlève l'effet cancérigène. Ah oui ? Oui, il y a eu des travaux très intéressants sur le fait que si vous mettez beaucoup d'antioxydants avec votre viande grillée, vous enlevez l'effet cancérogène de ces graisses brûlées, en fait, si vous voulez, de ces cuissons haute température, qu'on appelle, il y a des noms barbares, on va pas les citer. Et de la même façon, si vous mettez du romarin, si vous mettez des herbes, si vous mettez du paprika, etc. Donc, vous voyez, on est obligé de donner une règle de santé publique, 500 grammes par semaine, mais tout dépend de comment vous le mangez. Et c'est pour ça qu'il faut savoir un petit peu, ça s'apprend évidemment, mais il faut savoir équilibrer ses repas. Et c'est vrai que quand on mange de la viande, il faudrait plutôt manger des légumes, des brocolis, mais par contre, on peut très bien manger un bon plat de pâtes le soir, là aussi éventuellement avec des légumes. Le riz, c'est très bien aussi. Oui. Voilà. Bon, eh bien, il nous reste quelques minutes, alors on va passer vite. Concernant les céréales. Alors, les céréales, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous appelez céréales ? Parce que j'ai un doute. Dans les céréales qu'on met au petit déjeuner. Ah, alors non, ça s'appelle les croquettes pour enfants. Non. J'étais sûr. Je vous laisse là. J'étais sûr que vous allez faire cette erreur. Excusez-moi, Georges. Les céréales, c'est le blé. Alors, le riz n'est pas une céréale, mais c'est assimilé au riz. Le camout, l'épeautre, l'orge, ça, ce sont des céréales. Oui. Ce que vous décrivez pour le petit déjeuner, c'est les croquettes pour enfants. D'accord. C'est-à-dire que dans ces aliments, il y a surtout du sucre, d'accord, des vitamines de synthèse qu'on a rajoutées, parce que comme les produits sont de mauvaise qualité, pour qu'ils soient vitaminés, on est obligé de mettre des vitamines de synthèse en plus qu'on a rajoutées. Et donc, il y a quelques produits qui sont tout à fait corrects. Prenons les cornflakes. Les cornflakes, ce sont les pétales de maïs. Ce sont des produits assez corrects parce qu'il y a très peu de sucre ajouté. Mais beaucoup de céréales du petit déjeuner sont malheureusement très très sucrés, riches en graisses trans. Enfin, vraiment, c'est pas des aliments. Alors, de très bonne qualité. Donc il y a quelques produits, les flocons d'avoine, c'est excellent par exemple, vous voyez. Et ça, les enfants justement, l'avoine. L'avoine, c'est excellent. L'avoine, c'est excellent. Voilà. Mais il faut vraiment les choisir. Les cornflakes, c'est pas mal. Le riz soufflé, c'est pas mal. Bon, il y a 2-3 produits qui sont pas mal. Plutôt bio, parce que là, pour le coup, il y a aussi beaucoup de pesticides dans ces produits. Mais voilà. Donc après, c'est un choix. Mais les croquettes pour enfants, c'est pas le meilleur des petits déjeuners. Ça, je crois pas. D'accord. Au niveau des huiles, l'huile d'olive conseillée ? Alors l'huile, c'est facile. Une réponse assez courte. Le midi, huile d'olive, qui est la meilleure huile, mais qui a un seul défaut, elle ne contient pas ces fameuses oméga 3. Donc comme il faut trouver des oméga 3 tous les jours, le soir, on va plutôt utiliser des huiles végétales riches en oméga 3. Parce que les oméga 3, c'est mieux de les consommer le soir. Huile de colza, huile de colza, alors il y a souvent, moi je conseille souvent des mélanges, on trouve dans les magasins bio, je rappelle que les huiles, il faut les choisir bio. Donc vous allez dans les magasins bio et vous choisissez des huiles mélangées qui contiennent des oméga 3, vous trouvez des huiles qui vous plaisent au goût, parce que l'huile de colza n'a pas un goût génial. Et puis bien sûr, ces huiles riches en oméga 3 uniquement pour assaisonnement, pas pour cuisson. Voilà, pour la cuisson, huile d'olive. D'accord. Le beurre.
Le beurre, très bon aliment, alors condition que ça soit un vrai bon beurre bio. Alors, bio, vrai, c'est-à-dire que c'est pas les faux beurres qu'on vend dans les grandes surfaces qui sont des cochonneries absolues. Bon de préférence, bon bah ça c'est une question de goût. Et alors le beurre le matin. Parce que le cholestérol, il faut pas en manger le soir. Pour des raisons d'équilibre métabolique, il vaut mieux manger le cholestérol le matin, éventuellement le midi, mais pas le soir. Le soir, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire un repas végétarien. Et le beurre le matin, un peu de vrai bon beurre bio le matin, c'est excellent pour la santé. Les noix, les noix, alors les oléagineux, c'est que bon, c'est un aliment qui a été longtemps oublié. Il n'était même pas présent sur les pyramides alimentaires que la fac ou que le ministère mettait à disposition des gens. On l'avait même pas disposé. Alors maintenant, ils ont un peu réapparu, mais ce ne sont que des bons aliments. Les oléagineux, contrairement aux fruits séchés qui sont très sucrés, dont il ne faut pas abuser, on peut en manger un peu mais pas trop. Les oléagineux, les vraiment, dattes, les dattes, voilà, c'est des fruits séchés. Ouais. Alors ça c'est très sucré. Donc voilà, ça c'est la gourmandise. Alors c'est meilleur qu'un bonbon. C'est meilleur qu'un produit industriel, mais ça reste à limiter quand même. Voilà, c'est les aliments plaisir qu'on va manger de temps en temps, mais de façon on va dire plus raisonnable. La collation obligatoire ou pas? Alors, obligatoire, sûrement pas, mais pas du tout interdite non plus, puisqu'on a quand même un temps long entre le déjeuner et le dîner. Tout dépend de votre organisation, de votre rythme de vie. Quel est le type de Alors, le meilleur collation, ça reste le fruit. Là, en l'occurrence, c'est justement les fruits sous toutes ses formes. Ça peut être des fruits crus, ça peut être des fruits oléagineux que vous venez de citer, la poignée d'amandes à 17h avec une pomme, ou avec une compote aussi.